Le 7 septembre 2025, sous le somme Gand, un signal jugé impossible surgit et brise d'un coup 50 ans de certitude géologique. En quelques heures, 2 chiffres seulement, relayés des carottages au satellite, dominent tout. Une densité de diamants hors norme et une matrice d'une instabilité extrême, assez pour transformer une prospection de routine en alerte stratégique mondiale. Que signifie cette cassure silencieuse pour vous, alors qu'Ibrahim Traoré comprend que chaque carat peut rallumer de vieux appétits et placer le Burkina Faso sous tous les regards, le Sahel entre dans une lumière neuve. La promesse portée par la découverte du Somgand dépasse largement la valeur brute des diamants enfouis. Elle engage une question centrale, formulée sans détour par les autorités. Comment préserver la souveraineté avant que la richesse ne la déforme ? En 10 mots, l'enjeu est clair pour le Burkina Faso et compréhensible pour chacun. Ce qui se joue n'est pas seulement économique, mais politique, social et symbolique à la fois. Les premières évaluations indiquent un potentiel sans précédent dans l'espace sahélien, assez puissant pour redessiner les priorités nationales et attirer une attention internationale immédiate. Or, cette visibilité accrue agit comme un amplificateur de risques, pression diplomatique, tentative d'ingérence, volatilité financière. Chaque bénéfice possible s'accompagne d'un coût latent. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré sait que la gestion du tempo comptera autant que la gestion des chiffres. Pour le pays, l'enjeu est double. Réussir transformer une richesse géologique en projet collectif durable sans répéter les déséquilibres observés ailleurs. Et démontrer qu'un État sahélien peut imposer ses règles sans s'isoler, ce récit ne promet pas un miracle. Il promet une épreuve décisive. Près de 6% de pureté exploitable contre une moyenne mondiale estimée à 2,8%, l'écart est confirmé simultanément par les carottages au sol et les relevés satellitaires. Cette concordance immédiate transforme un simple signal anormal en certitude géologique et explique pourquoi, en quelques heures, la découverte du Somgand bascule d'un dossier technique vers une alerte stratégique. La séquence débute à l'aube du 7 septembre 2025, lorsqu'une équipe mixte burkinabé et chinoise mène une prospection de routine sous le volcan. Les premiers relevés affichent une matrice de carbone cristallisée d'une taille jamais enregistrée dans la région. Les ingénieurs soupçonnent d'abord une erreur logicielle. Hypothèse rapidement écartée lorsque les satellites confirment une anomalie parfaitement structurée. L'information remonte alors vers Ouagadougou, déclenchant une chaîne de décision resserrée. À 8h30, un message prioritaire est transmis au Centre géologique national. À 9h15, un conseil restreint se réunit au palais présidentiel. Les consignes sont précises: verrouiller le périmètre, limiter la circulation des données, éviter toute fuite susceptible d'attiser des convoitises prématurées. Ibrahim Traoré adopte une posture de contrôle méthodique, conscient que la stabilité dépendra de la vitesse à laquelle les faits seront encadrés et compris. Le soir même, la diffusion par Africa News de l'expression « plus grand gisement de diamants jamais observé » propulse le Burkina Faso au centre de l'attention internationale. Les marchés réagissent avec nervosité, tandis que les chancelleries évaluent les implications géoéconomiques d'un tel basculement. À l'intérieur du pays, la réaction est plus nuancée. Fierté, espoir, mais aussi prudence face à un avenir soudainement exposé. Ce mini-révélation répond à la question initiale. La cassure du Somgand n'est pas un accident isolé. Elle marque l'entrée d'un pays enclavé dans une chronologie nouvelle où chaque décision engage bien plus que la valeur des pierres extraites. À mesure que l'événement se précise, le récit prend un visage humain à travers ceux qui travaillent au plus près du Somgand. Géologues, ingénieurs, militaires et techniciens deviennent les premiers témoins d'un basculement dont ils ne mesurent pas encore toutes les implications. Leur rôle dépasse la simple expertise scientifique. Ils servent de relais entre une découverte brute et une compréhension nationale encore en construction. Sur le terrain, les équipes décrivent une sensation inhabituelle à l'approche du volcan. Des vibrations infimes sous les pas, signe d'une chambre magmatique dont la stabilité doit être évaluée rapidement. Cette impression de seuil, ni immédiatement dangereuse ni pleinement rassurante, impose une vigilance constante. Chaque relevé, chaque déplacement est consigné, comme si la science devait désormais dialoguer en permanence avec la sécurité.
Dans les zones urbaines, les effets se font sentir presque simultanément. À Ouagadougou, les radios communautaires relaient les informations en continu. Les marchés ralentissent enfin brièvement, le temps que les habitants s'approprient la nouvelle. Dans les villages proches du site, des rassemblements spontanés s'organisent. Les anciens évoquent des récits transmis depuis des générations, convaincus que la terre ne révèle ses richesses qu'à un moment précis de l'histoire collective. Ces figures ordinaires façonnent un premier impact concret. Elles traduisent un événement technique en récit partagé, compréhensible par tous. En quelques heures, une conscience civique nouvelle émerge, marquée par l'idée que la découverte impose autant de discipline que d'espoir. Le Somgand cesse d'être un point sur une carte pour devenir un repère commun chargé de sens. Le message implicite s'impose alors, comprendre tôt pour agir juste. Avant la confirmation satellitaire, le Somgand n'était qu'un site volcanique surveillé parmi d'autres, inscrit dans les registres scientifiques sans urgence particulière. Après la validation définitive des données, il devient en quelques heures un point névralgique où se croisent science, sécurité et politique nationale. Ce basculement net marque le véritable déclencheur de la séquence. Le premier mouvement est technique. Les ingénieurs renforcent les protocoles de mesure, multiplient les carottages et vérifient la stabilité magmatique. Les rapports se resserrent, rédigés dans un langage de plus en plus codé afin d'éviter toute interprétation prématurée. Sur le site, les forces de sécurité établissent un périmètre initial et neutralisent les drones civils repérés dans la zone. L'urgence n'est plus de comprendre si la découverte est réelle, mais d'empêcher qu'elle ne soit exploitée symboliquement ou matériellement avant d'être maîtrisée. Le second mouvement conduit rapidement au sommet de la tension. À Ouagadougou, les ministères réagissent en cascade. Les couloirs du palais présidentiel s'animent, les briefings se succèdent, chacun mesurant que le pays s'apprête à franchir un seuil historique. À 9h15, un conseil restreint reçoit les premiers comptes rendus consolidés. Les décisions sont directes. Réduire les communications externes, sécuriser les routes d'accès, suspendre toute déclaration non coordonnée. Ibrahim Traoré impose un tempo rigoureux, convaincu que la rapidité sans contrôle serait plus dangereuse que le silence provisoire. Le soir même, la montée vers l'apogée s'opère hors du cadre national. Lorsque Africa News qualifie la découverte de plus grand gisement de diamants jamais observé, l'information circule instantanément sur les marchés internationaux. Les analystes évoquent les grandes ruptures énergétiques du siècle passé. Certains courtiers suspendent leurs transactions, d'autres exigent des évaluations immédiates. Les chancelleries rédigent des notes internes cherchant à mesurer l'onde de choc géoéconomique qui traverse soudain le Sahel. À l'intérieur du pays, l'apogée prend une tonalité différente. Les foules se rassemblent, les radios communautaires saturent, les villages organisent des rencontres spontanées. Les anciens racontent que les trésors enfouis ne se dévoilent qu'au moment où un peuple est prêt à en assumer le poids. Cette lecture symbolique renforce la cohésion sociale, mais elle révèle aussi une attente immense à l'égard des autorités. La dernière phase, celle de la rémanence, s'installe dès que l'euphorie retombe. Les ministères structurent des comités associant scientifiques, militaires et économistes. Les universités organisent des séminaires d'urgence pour analyser les données disponibles. Les coopératives rurales réclament d'être intégrées aux discussions futures. Le pays passe ainsi en quelques jours d'un choc événementiel à un processus méthodique. Cette chronologie montre que la découverte n'est plus un instant isolé, elle devient une dynamique continue où chaque décision prépare la suivante et où l'histoire s'écrit désormais sous contrainte de vigilance. La base de référence établie par les géologues est claire, puis l'écart apparaît. 2,4 millions de tonnes de roches diamantifères identifiées sous le Somgand, dont 6% directement exploitables, contre une moyenne mondiale d'environ 2,8%. Ce passage de la baseline au delta fournit un cadre lisible pour comprendre pourquoi la découverte change d'échelle sans recourir à des projections spéculatives. Le premier ensemble de données concerne la composition de la kimberlite. Les analyses préliminaires montrent une concentration exceptionnelle en carbone cristallisé, confirmée par des carottages répétés et des relevés satellitaires indépendants.
Comparé aux standards observés au Botswana et en Yakoutie, les valeurs de pureté mesurées se situent au-dessus des références habituellement admises. Cette différence n'est pas seulement technique, elle implique un rendement potentiel plus élevé à volume égal, donc une pression accrue sur la manière de sécuriser et d'exploiter la ressource. Le deuxième volet chiffré touche aux réactions économiques immédiates. Dans les 10 jours suivant l'annonce, Africa News relève une hausse de 18% des investissements régionaux liés au secteur minier et technologique. L'indicateur reste volatile, mais il traduit un signal de confiance inhabituel pour un pays enclavé du Sahel. Parallèlement, le marché du diamant brut connaît une progression rapide de 11% avant une stabilisation progressive. Cette séquence montre la sensibilité d'un marché mondial à la posture souveraine adoptée par le Burkina Faso plutôt qu'à la seule ampleur du gisement. Un troisième ensemble de chiffres concerne la sécurité. Le budget de défense intérieure enregistre une augmentation ciblée de 22%, spécifiquement affectée à la protection du périmètre du Somgand. Le déploiement d'une centaine de drones de surveillance et l'installation de capteurs géomagnétiques visent à réduire le risque d'extraction illégale ou d'ingérence indirecte. Les experts militaires estiment que ces mesures abaissent significativement la probabilité d'activités clandestines, sans militariser excessivement la zone. Dans cette lecture chiffrée, Ibrahim Traoré adopte une méthode de communication fondée sur la progression des données. Partir des valeurs brutes, expliciter l'écart obtenu par l'action nationale, puis rendre chaque indicateur compréhensible pour la population. 3 axes structurent un peu cette approche. Sécuriser la ressource, organiser la transformation locale et transmettre les résultats de manière transparente. Les tableaux de suivi élaborés par le ministère des Mines montrent une montée progressive des capacités d'analyse et de contrôle. L'effet cumulatif de ces chiffres est décisif. Il déplace le débat d'une fascination pour la taille du gisement vers une évaluation de la capacité institutionnelle à le gérer. La quantification ne sert pas à promettre, mais à encadrer. Elle transforme une anomalie géologique en capital stratégique mesurable, condition nécessaire pour éviter que l'abondance ne devienne une fragilité. 2 lectures cohérentes émergent rapidement autour de la découverte du Somgand, chacune portée par des arguments structurés et défendables. La première, relayée par plusieurs chancelleries occidentales et institutions financières, estime qu'un contrôle intégral par le Burkina Faso pourrait fragiliser les équilibres régionaux. Selon cette thèse, la concentration d'une ressource stratégique dans un seul État sahélien créerait un risque de tension diplomatique, de perturbation des chaînes d'approvisionnement et de volatilité accrue sur les marchés mondiaux. Les partisans de cette approche avancent que l'absence de gestion partagée limiterait la prévisibilité et affaiblirait les mécanismes de coopération existants. La seconde thèse, soutenue par de nombreux pays africains et par des acteurs régionaux, repose sur une logique inverse. Elle considère que la maîtrise souveraine constitue une condition préalable à toute stabilité durable. Cette lecture rappelle que l'exploitation des ressources africaines a longtemps profité à des acteurs extérieurs, souvent au détriment des populations locales. Pour ses défenseurs, l'exemple burkinabé démontre qu'un État peut revendiquer l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation, sans rompre avec ses partenaires. Dans cette perspective, la souveraineté n'est pas un facteur d'isolement, mais un outil de négociation plus équilibré. La réponse à ces 2 positions s'appuie sur les données observées depuis l'annonce. Les marchés n'ont pas connu de panique durable, ils ont réagi avec prudence avant de se stabiliser. Les investissements régionaux ont progressé de 18%, indiquant qu'une dynamique interne peut se développer sans provoquer de désordre systémique. La hausse ciblée de 22% du budget de défense intérieure montre également que le pays assume ses responsabilités en matière de sécurité plutôt que de les déléguer. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré privilégie une ligne médiane fondée sur les faits. Le contrôle national n'exclut ni la discipline, ni la transparence, ni des partenariats encadrés. La confrontation des thèses révèle ainsi un point commun. La stabilité dépend moins du partage formel de la ressource que de la rigueur de sa gouvernance. C'est sur ce terrain, mesurable et vérifiable, que le débat se déplace désormais.
À ce stade, le Somgand cesse d'être analysé comme un événement isolé pour devenir un point de bascule institutionnel. Les rapports internes ne commentent plus seulement la richesse minérale. Ils évaluent la capacité du Burkina Faso à changer d'échelle dans sa manière de décider, de coopérer et de se projeter. La transition est discrète, mais elle est irréversible. Les chancelleries étrangères modifient leur posture. Elles n'observent plus à distance, elles demandent des entretiens, cherchent à comprendre la doctrine qui se met en place. À Ouagadougou, les universités anticipent déjà une restructuration de leurs programmes pour accueillir de nouvelles filières liées à la géologie, à la robotique et à la transformation minérale. Dans les régions proches du site, les collectivités s'organisent pour être intégrées à cette recomposition. Au centre de ce réalignement, Ibrahim Traoré introduit une notion simple et répétée, l'unité stratégique. Elle relie la souveraineté nationale, les attentes populaires et les partenariats régionaux sans les opposer frontalement. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, signalent leur volonté de coopérer, conscients qu'un précédent est en train de se former. Ce midpoint révèle un changement décisif. Le Burkina Faso ne subit plus l'attention internationale. Il commence à la structurer. Les conséquences concrètes de la découverte du Somgandé apparaissent rapidement et touchent simultanément 4 groupes clés, chacun révélant une facette différente du basculement en cours. L'événement ne reste pas cantonné aux institutions. Il redéfinit des pratiques, des attentes et des rapports de force bien au-delà du site volcanique. Pour l'État, la première réponse est structurelle. La création d'un fonds de souveraineté minière, alimenté par 5% des revenus bruts d'exploitation, vise à transformer la richesse potentielle en investissement mesurable. Les priorités affichées concernent l'éducation technique, la santé spécialisée et la sécurité du périmètre. Cette orientation marque un changement de doctrine, la ressource n'est plus pensée comme une rente, mais comme un levier de consolidation institutionnelle. Ibrahim Traoré insiste sur la traçabilité et la publication régulière des indicateurs, afin d'ancrer la légitimité de l'action publique dans des résultats vérifiables. Pour les entreprises nationales, l'impact est immédiat mais sélectif. L'État impose une priorité aux sociétés burkinabées dans les contrats de logistique, de surveillance et d'ingénierie liés au Somgand. Cette politique stimule l'émergence de PME et de start-up technologiques, notamment autour des capteurs de sécurité et des drones de reconnaissance. Le tissu économique local commence à se densifier, non autour de l'extraction brute, mais autour des services à haute valeur ajoutée. Les acteurs privés y voient une opportunité rare de monter en compétences accélérées. Pour les citoyens, les effets sont plus diffus, mais profondément symboliques. Dans les zones urbaines, la reprise de la consommation locale traduit une confiance prudente. Dans les campagnes, l'annonce de projets éducatifs et sanitaires financés par le fonds souverain nourrit l'idée que la richesse restera ancrée dans le territoire. Les radios communautaires jouent un rôle central, expliquant les choix gouvernementaux et maintenant un lien constant entre la décision nationale et la perception quotidienne. Pour la région, enfin, les répercussions dépassent les frontières. Le Mali et le Niger s'engagent dans des programmes de formation croisée pour leurs ingénieurs. Le Ghana et le Togo envisagent des interconnexions logistiques avec les infrastructures burkinabées. Cette dynamique esquisse un réseau sahélien plus intégré où la coopération devient un choix stratégique plutôt qu'une contrainte. Pris ensemble, ces effets dessinent une logique claire. Plus la gouvernance se montre rigoureuse, plus la confiance s'élargit. Le Somgand agit alors comme un catalyseur, non d'une domination, mais d'une recomposition collective assumée. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la trajectoire du Burkina Faso dépendra moins de la taille du gisement que de la constance des choix opérés. Les données disponibles permettent de dégager 3 scénarios plausibles, chacun conditionné par des décisions déjà amorcées et par les réactions observées depuis l'annonce. Dans le scénario de base, l'État maintient un contrôle strict tout en ouvrant des partenariats techniques limités. Les exploitations pilotes du Somgand démarrent à un rythme volontairement contenu, afin de tester les capacités nationales sans provoquer de déséquilibre sur les marchés. Les investissements régionaux se stabilisent, la croissance progresse de manière modérée et les tensions diplomatiques restent gérables. Ce scénario
repose sur une gouvernance régulière et sur une communication transparente, capable de réduire l'incertitude sans accélérer prématurément le calendrier. Dans le scénario optimiste, la dynamique souveraine s'élargit au niveau régional. Un consortium panafricain de ressources stratégiques se structure autour du Burkina Faso, intégrant progressivement des pays voisins. Les infrastructures minières et énergétiques sont partagées, les formations croisées se multiplient et la transformation locale gagne en ampleur. Les investissements publics augmentent nettement, créant des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Le Sahel, longtemps perçu comme un espace fragile, commence alors à apparaître comme une zone d'innovation encadrée et de coopération renforcée. Le scénario dégradé repose sur une réaction défavorable de l'environnement international. Des pressions financières ciblées émergent, accompagnées de campagnes médiatiques cherchant à fragiliser la légitimité du modèle souverain. À l'intérieur, les acteurs économiques se divisent entre partisans d'un contrôle strict et défenseurs d'une ouverture rapide. Les projets ralentissent, les arbitrages deviennent plus coûteux et la croissance se contracte. Le risque n'est pas l'effondrement, mais une stagnation prolongée qui érode progressivement les gains sociaux initiaux. Dans ces trois hypothèses, un point commun s'impose. La planification précède l'action. Ibrahim Traoré insiste sur cette séquence, considérant chaque décision comme un point d'ancrage plutôt qu'une réaction. Penser en conditions plutôt qu'en promesses devient alors un avantage stratégique, même dans l'incertitude. À mesure que les décisions nationales se traduisent en actions visibles, la découverte du Somgand s'inscrit dans le quotidien des citoyens, bien au-delà des cercles institutionnels. L'événement cesse d'être perçu comme une affaire d'experts pour devenir un repère collectif, influençant la manière dont chacun se projette dans l'avenir. Pour les travailleurs, les signaux sont concrets. Les annonces d'investissement dans les infrastructures éducatives et sanitaires modifient les attentes à moyen terme. Les chantiers liés à la formation technique et à la maintenance créent de nouvelles perspectives d'emploi, même pour des secteurs auparavant éloignés de l'industrie minière. Cette évolution nourrit l'idée que la compétence locale acquiert une valeur nouvelle, reconnue et mesurable. Chez les enseignants, la découverte devient un support pédagogique inattendu. Les cours intègrent des discussions sur la géologie, la souveraineté économique et la responsabilité collective. Les élèves apprennent que les ressources naturelles ne sont pas seulement des richesses à extraire, mais des choix à organiser. Le Somgand se transforme ainsi en outil civique, reliant savoir scientifique et conscience sociale. Les jeunes diplômés ressentent un basculement culturel. Les nouvelles filières annoncées offrent des horizons plus stables, réduisant la tentation de l'exil professionnel. Beaucoup envisagent désormais leur avenir à l'intérieur du pays, convaincus que leurs compétences peuvent s'inscrire dans un projet national cohérent. Dans les communautés rurales, enfin, la découverte ravive des pratiques collectives. Les récits anciens se mêlent aux discussions contemporaines, renforçant un sentiment d'appartenance partagée. La richesse minérale n'est pas vécue comme une abstraction lointaine, mais comme une responsabilité commune. Ce mouvement diffus pose une question simple, mais centrale. Comment chacun peut-il contribuer à transformer un événement national en progrès durable ? C'est à cette échelle quotidienne que se joue désormais une part essentielle de la trajectoire. Pour transformer la découverte du Somgand en trajectoire durable, les autorités présentent une feuille de route structurée, pensée comme une succession d'étapes vérifiables plutôt qu'une déclaration d'intention. L'objectif n'est pas d'accélérer mais d'ordonner. Chaque phase doit produire des indicateurs clairs, lisibles par les institutions comme par le public. La première étape consiste à institutionnaliser le contrôle. Une autorité nationale dédiée au Somgand est chargée de superviser la traçabilité, les concessions et la publication des flux. Chaque gramme extrait est enregistré, chaque transaction documentée. Cette transparence vise à limiter les risques d'ingérence et à ancrer la légitimité de la gouvernance dans des procédures stables. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Sans cadre, la richesse fragilise plus qu'elle ne renforce. La deuxième étape porte sur la montée en compétences. Un programme de formation forme une nouvelle génération d'ingénieurs en géophysique, robotique et sécurité minérale. Les universités adaptent leur cursus,
tandis que des partenariats techniques encadrés permettent un transfert de savoir-faire sans perte de souveraineté. La mesure du succès repose sur des certifications et sur la capacité à internaliser progressivement les fonctions clés. La troisième étape concerne l'allocation des revenus. Les fonds issus de l'exploitation priorisent l'éducation, la santé et l'énergie, avec des échéances définies et des audits réguliers. L'objectif est de transformer un capital minéral en infrastructure durable, visible dans le quotidien. Enfin, une quatrième étape d'évaluation environnementale continue encadre l'ensemble du dispositif. Des études d'impact préviennent les dérives observées ailleurs et garantissent la stabilité du site à long terme. Ce chemin n'est pas spectaculaire, il est volontairement méthodique. C'est précisément cette sobriété stratégique qui donne à la souveraineté une chance de durer. Au pied du Somgand, une pierre brute déposée après les premières analyses est devenue un repère silencieux. Elle rappelle les heures initiales, où les équipes sur le terrain percevaient sous leurs pas ces vibrations ténues, annonciatrices d'un basculement historique. Les habitants s'y arrêtent désormais comme devant un témoin immobile de leur propre trajectoire collective. Autour de ce symbole modeste, les récits se croisent. Les plus jeunes évoquent les voix radiophoniques qui ont annoncé la découverte, tandis que les anciens reconnaissent dans ce moment une continuité avec les histoires transmises depuis des générations. Les gestes sont simples, presque ordinaires, mais ils traduisent une appropriation profonde de l'événement. La richesse n'est pas célébrée pour elle-même. Elle est intégrée à une mémoire commune en construction. Dans cette atmosphère contenue, Ibrahim Traoré formule une idée qui circule rapidement bien au-delà des cercles officiels. La lumière qui naît de la Terre n'a de sens que si elle est portée avec mesure. Cette phrase, reprise dans les écoles et sur les marchés, agit comme un rappel constant. Elle relie l'émotion à la responsabilité, l'espoir à la discipline. Ce retour au symbole initial referme la boucle ouverte au début du récit. Le Somgand n'est plus seulement un site géologique, il devient un miroir. Il renvoie au pays l'image de ce qu'il peut construire s'il choisit la retenue plutôt que l'excès, la durée plutôt que l'instant. La découverte du Somgand ouvre une phase où l'enjeu principal n'est plus l'annonce, mais la participation. Une richesse de cette ampleur ne se consolide pas uniquement par des décisions gouvernementales. Elle prend forme à travers une multitude de gestes ordinaires, répétés, parfois discrets, mais cumulés dans le temps. Dans les familles, cela commence par la discussion. Comprendre ce qui est en jeu, transmettre aux plus jeunes l'idée que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une pratique. Dans les écoles et les associations, cela passe par l'apprentissage, la curiosité pour la science, l'économie et l'environnement. Chaque savoir partagé renforce la capacité collective à protéger ce qui vient d'être révélé. Les communautés locales jouent également un rôle central, soutenir les institutions de proximité, participer aux consultations, exiger de la transparence sans céder à la défiance systématique. Ces équilibres fragiles construisent une stabilité durable, bien plus efficace que les réactions impulsives. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré rappelle que la responsabilité n'est pas divisible. Elle circule entre l'État et la société, entre le présent et l'avenir. La question n'est donc pas de savoir qui décidera seul, mais comment chacun accompagnera ce moment. Alors, face à cette lumière née du Somgand, quelle place choisissez-vous de prendre dans l'histoire qui s'écrit maintenant ?